Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Frédérique Lefeuvre. Cette jeune femme habite la région nantaise et évoque dans son livre Pieds de carton et jambes de bois comment entrer dans une clinique nantaise pour une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale, elle va en sortir handicapée à plus de 80%. Son témoignage, écrit avec beaucoup d'humilité, sans amertume, sans rancœur et avec une pointe d'humour caustique, est un combat personnel qu'elle a dû mener pour se reconstruire, pour accepter sa nouvelle vie. C'est aussi une analyse du regard que porte notre société sur le handicap. Alors Frédérique Lefeuvre, ma première question va être simple. On va refaire un peu l'historique de votre maladie et ce qui vous a mené à l'hôpital, à une opération. Et opération, on va le voir, qui va complètement transformer votre vie. Oui, effectivement, il y a 10 ans, en fait, je souffrais de 2 hernies discales et d'un canal lombaire très étroit. Et les douleurs étant tellement invalidantes, il a fallu que je me fasse opérer. Donc normalement, c'était quelque chose qui était relativement banal. Et quand je me suis réveillée au bloc opératoire, je me suis rendu compte que je ne sentais plus du tout mon bassin. Et j'ai tout de suite été atteinte d'une espèce de paraplégie transitoire. Donc ça a été l'affolement général, moi, le choc, et puis évidemment les médecins qui ont tout de suite cherché à savoir ce qui se passait. Oui, est-ce qu'on vous avait d'abord, il avait été discuté de l'opération, opération oui ou non, et est-ce qu'on vous avait expliqué aussi, quand vous êtes rentré dans cette clinique qu'on ne nommera pas ici, est-ce qu'on vous avait expliqué qu'il y avait justement peut-être les risques que vous alliez connaître à l'issue de cette opération ? Oui, bien sûr. Déjà, on signe un protocole comme quoi c'est près de la dure-mère, près de la moelle épinière. Mais moi, le paradoxe, c'est que justement, je me suis fait opérer parce que je risquais une paraplégie très brutale. Et en fait, j'ai présenté ce syndrome-là en post-opératoire, alors que des gens le présentent en pré-opératoire. Donc, je pense qu'on ne m'avait pas forcément préparé à ce genre de syndrome. Est-ce que vous rappelez justement au moment où vous vous êtes réveillé, et d'abord ce que vous ressentiez physiquement et ce qu'on a pu vous expliquer autour de vous, le personnel, quand vous avez expliqué que vous ne sentiez plus vos jambes, votre bassin? Oui, alors au début, c'est bizarre, j'ai d'abord eu une angoisse alors que je n'ai pas tout de suite senti mon corps. Et c'est après que j'ai dit à l'infirmière, c'est bizarre, je sens plus rien, ça fourmille, ça fourmille. Ils se sont pas affolés tout de suite et c'est quand ils ont rappelé le médecin de garde qui a fait un examen intime et qui s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est pas les paroles, c'est les yeux des gens. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il se passait quelque chose de grave. Et dès le début, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Même, et puis le fait en fait de me se retrouver morcelée en fait, et il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Moi j'avais l'impression que j'étais limite morte, quoi. Je savais plus où j'étais. Oui, justement, vous le dites là, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Déjà, il y a la situation post-opératoire, hein, où il faut se réveiller d'une anesthésie, c'est jamais très facile, les heures qui suivent sont compliquées. Vous avez rapidement cogité en imaginant même que vous pourriez ne plus marcher? Oui, complètement, parce que c'est quand même la première chose à laquelle on pense quand on se fait opérer du dos. J'ai pensé à ça, mais alors j'ai tout de suite pensé à ma perte d'autonomie vis-à-vis de mes enfants. Et c'est ça qui m'a fait pleurer et qui a fait ensuite paniquer, je pense, les médecins qui m'ont fait faire l'examen. C'est surtout, mais je suis foutue, où est-ce que je suis? Mes enfants, où sont mes enfants? Tout s'affolait en fait dans ma tête. Et c'est tout de suite le côté maman qui est ressorti, je me souviens très bien de ça. Et c'est ça qui a été assez brutal. Je me suis dit, ça y est, je suis foutue, j'ai 30 ans, tout se barre, quoi, tout part. C'est inexplicable presque comme sentiment. C'est plein de choses, plein de ressentis qui sont très difficiles à appréhender. Alors, on peut imaginer qu'il pouvait y avoir une part de vous-même suite à l'opération en disant bon, bah, c'est un épisode, mais tout va rentrer dans l'ordre. À quel moment, avec toutes les explications que vous pouvez donner au personnel médical, à quel moment le médecin ou quelqu'un va vous indiquer que la suite risque d'être compliquée? Parce que je pense qu'on ne vous le dit pas immédiatement, vous allez avoir les problèmes que vous allez connaître ensuite. Alors en fait, les 12 premiers jours qui se sont déroulés en clinique, je devais en faire que 3. Au départ, je pense qu'ils avaient espoir que je récupère, ils me donnaient de la cortisone, ils pensaient à un édème, comme ils n'avaient pas d'explication visiblement scientifique. Donc pendant les 12 jours de clinique, j'ai évolué doucement mais sûrement. Donc pour eux, on m'a mis ensuite en centre de rééducation et ils pensaient que j'allais sans doute un peu récupérer. Ou alors ils me mentaient
pour pas que je lâche. Et c'est au centre de rééducation que j'ai entendu un kiné parler à une stagiaire, dire en fait, il faut que tu t'occupes de Madame Lefebvre, elle a le syndrome de la queue de cheval. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai fait de l'humour dans mon livre là-dessus, et là, j'ai compris que je garderais des séquelles. Et eux, ils le savaient, parce qu'ils me l'ont dit après. À aucun moment, le chirurgien s'est assis sur le bord de votre lit en vous expliquant qu'il y avait eu un problème et que ça allait peut-être mettre du temps, qu'il vous prépare, disons, un peu psychologiquement, et ce qui était normal à ce qui allait vous attendre? Alors si, il venait me voir tous les jours à la clinique, je pense qu'il a essayé à sa manière. C'est-à-dire, je le vois dans le fauteuil, il me disait vos nerfs ont été sévèrement touchés, je suis passée sous la gaine des nerfs. Il finissait pas ses phrases. Mais moi, en fait, en face, j'étais là, mais dites-moi ce que j'ai. Et en fait, son mutisme se télescopait au mien parce que je pense qu'il comprenait pas lui-même ce qui s'était arrivé, et je pense qu'il y avait une culpabilité. Mais il y a eu beaucoup de silence, et pour moi, pas assez d'explications médicales pour m'aider à avancer. Oui, d'ailleurs, c'est le gros reproche que vous faites dans votre livre, hein, c'est de ne pas, qu'on vous ait au moins pas expliqué clairement les choses à la suite de l'opération. Oui, je pense que les chirurgiens, ils sont tellement habitués à travailler sur des cas extrêmement lourds que, en fait, je pense que maintenant, c'est tellement devenu banal que peut-être qu'ils ne pensent pas à tout d'un coup, ça arrive dans leur parcours, il y a un accident, et ils ne sont pas préparés aux mots et à ce qu'ils doivent, les réactions qu'ils doivent avoir. Et quand on est patient, je nomme d'ailleurs le professeur Deloche dans mon bouquin qui a été opéré du cœur, tous les mots, toutes les expressions prennent un sens impressionnant parce qu'on décortique tout. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que derrière, on veut juste des mots pour savoir mettre un mot sur la maladie, sur ce qui nous arrive en fait. Et je crois qu'ils n'y arrivent pas. Lorsque donc vous disiez, vous deviez sortir au bout de 2 jours, vous restez 10 jours. Quand on vous a parlé justement de rééducation, qu'est-ce que vous a fait, ou du moins de partir dans un centre de rééducation? Alors, c'est plutôt moi au départ, comme je savais que j'avais des enfants, d'ailleurs ma maman m'avait dit tu devrais aller au moins 3 semaines te reposer. Donc je m'étais déjà préparée à ça. Mais je ne m'attendais pas à rester autant de temps, je savais que ça allait être beaucoup plus long. En fait, je pense que ça s'est tellement précipité que je m'étais dit bon allez, je vais bien travailler ma rééducation, si ça se trouve je vais tout récupérer. J'avais toujours un côté très positif et me dire je vais peut-être tout récupérer. Donc j'ai pas trop pensé au négatif. Alors dites-nous justement, dans quel état vous étiez quand vous alliez quitter la clinique pour aller dans ce centre? Vous marchiez, quels étaient vos symptômes précis? Alors mes symptômes précis, j'ai eu des atteintes urinaires que j'ai toujours. En fait, j'avais un sphincter sur 2 de la vessie qui ne fonctionne plus, une partie du bas de l'intestin qui ne marche pas et une partie des jambes. En fait, j'ai comme une paraplégie partielle en fait, et j'ai une démarche qu'on appelle chaloupée, c'est-à-dire que je marche avec la moitié de mes pieds et je marche en arrière. Et, bon, maintenant j'ai quand même pas trop mal récupéré, j'ai beaucoup rectifié, mais j'étais très très bancale et je claudiquais énormément. D'ailleurs le toubib au centre de rééducation m'avait dit oh là là, c'est extrêmement, c'est une drôle de démarche. Il m'avait vraiment fait peur dans ses mots d'ailleurs, parce qu'il me disait je sais pas combien de temps vous allez rester ma petite dame, mais c'est plus que grave. Oui, donc là, lui, les mots étaient forts en fait, hein. Donc, mais il a fallu utiliser un fauteuil roulant pour quitter la clinique. Non, vous avez quand même réussi à marcher dès le début. J'ai toujours réussi à marcher. Je voulais pas du fauteuil. Je pense que dans ma tête, c'était je marche, donc je vais réussir à continuer à progresser. J'étais même des fois extrêmement fatiguée. On me proposait entre ma chambre et le plateau kiné de prendre un fauteuil. Je crois que j'ai jamais pris un fauteuil. Par contre, j'avais 2 cannes anglaises. Et là, elles étaient nécessaires parce que c'était difficile d'ailleurs d'apprendre à marcher avec des cannes anglaises. Mais j'étais quand même très peu solide, mais j'ai jamais pris le fauteuil. Alors, vous allez donc partir dans ce centre de rééducation. Vous allez me dire pendant combien de temps, ce que vous y avez fait, et aussi beaucoup de rencontres avec d'autres personnes aussi comme vous? Oui, tout à fait. Alors, j'ai mis dans mon bouquin que le centre de rééducation, c'est l'école de la vie. Moi, ça a été vraiment positif parce que ça m'a aidé à tenir, parce qu'à chaque fois, je regardais autour de moi toutes les atteintes. Et je pense que tout le monde devrait au moins passer une journée, voire une demi-journée là-bas, parce que c'est vraiment, on est tous des fracassés.
Alors moi, au départ, je pense que j'avais une sorte de naïveté salutaire. C'est-à-dire, je me disais, oh, je suis pas trop atteinte, ça va, je vais m'en sortir. Et en fait, un jour, le kiné m'a dit, mais tu sais, c'est aussi grave ce que tu as. Mais moi, ça m'a toujours aidée, parce que j'ai fait des rencontres assez sympas avec un garçon que je nomme d'ailleurs, qui avait un problème au cerveau, un autre qui avait exactement le même syndrome que moi. Alors là, par contre, je décris un petit peu les dialogues qu'on avait. Il semblait s'en sortir beaucoup moins que moi. Et en fait, ça m'a permis de faire une comparaison entre les hommes et les femmes sur ce syndrome-là. Et lui, en fait, il était très atteint dans sa masculinité. Et moi, j'arrivais, en fait, dans ma féminité, à accepter quand même mon syndrome. Et je le plaignais presque plus, alors qu'en fait, j'étais exactement atteinte de la même manière. Mais à chaque fois, il m'a aussi sauvée. Et j'ai tenu à retranscrire les dialogues parce que vraiment, sa souffrance me faisait très, très mal, mais en même temps me faisait avancer. Oui, donc en fait, vous étiez dans la maladie comme les autres, mais en fait, vous vous aidez mutuellement. Oui, complètement. Alors au départ, lui, il cherchait à me parler, mais il était tellement pudique que je ne savais pas trop quoi lui dire. Et petit à petit, il s'est mis à me parler de ses sondes. Alors moi, au départ, je ne me sondais pas. Donc forcément, je lui disais, oh, bah, c'est vrai que c'est dur, mais t'inquiète pas, tu t'en sortiras, je suis sûre que tu vas y arriver. Et moi, après, j'ai vécu exactement la même chose. 1 an et demi après, j'ai repensé à lui et je me suis dit, mais mince, j'avais vraiment la même chose. Mais j'ai toujours gardé espoir et je me suis dit que bah, quelque part, ça m'a sauvée et ça m'a peut-être permis de faire moins de rééducation parce que j'avais toujours cet espoir de pratiquement garder aucune séquelle. Donc vous êtes resté combien de temps dans ce centre? Un peu moins de 2 mois en fait. J'aurais dû en faire 6 d'après le médecin au départ. Il me disait tous les jours, je ne sais pas combien de temps vous resterez. Et moi j'étais là, je veux récupérer mes enfants, je veux sortir, je veux récupérer mes loulous. Il a vu que j'avais la force de pouvoir repartir. Après je ne savais pas ce qui m'attendait derrière, mais je suis restée 1 mois et demi à peu près, presque. Oui, donc il y a eu, ça vous a apporté psychologiquement plein de choses et physiquement aussi. Entre le moment où vous êtes sorti de la clinique et ce temps passé dans ce centre de rééducation, vous avez beaucoup récupéré? Alors j'ai récupéré, oui, au niveau de la marche. Bon, par contre, j'avais une très très grande fatigabilité. Quand je suis sortie du centre de rééducation, j'avais encore énormément à parcourir. Je ne savais pas d'ailleurs ce qui m'attendait, mais je pense que je savais que j'allais faire de la kiné. J'en faisais 3 fois par semaine après à la maison et j'étais toujours dans cet esprit de récupération. Et bon, j'étais pas trop mal, mais j'étais quand même dans un état assez... avec du recul, ma famille m'a dit, tu te souviens comment t'étais? Mais je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est dans le vif du sujet. C'est justement ce que je voulais vous dire. Là, vous étiez passé l'instant terrible de la clinique où vous avez été opéré et de cette récupération où vous êtes aussi très entouré. Après, c'est le grand saut, hein, quand il faut rentrer chez soi, retrouver sa maison qu'on a quittée alors qu'on avait tous ses moyens. Et comment vous avez vécu ces instants-là? Alors, je me souviens, quand le taxi m'a déposé devant chez moi, j'ai expliqué dans mon livre que j'ai ouvert ma véranda, j'ai eu l'impression que je manquais d'air. Et en fait, je voyais mes voisines qui continuaient à avoir leur vie du quotidien, sortir des petites choses. Il y en a une qui m'avait parlé de son petit chat. Je m'étais dit, mais où je suis? J'avais eu l'impression que moi, tout avait basculé et eux, leur vie avait continué. Je me suis sentie en décalage et j'ai repensé, j'avais pas pu y récupérer mes enfants tout de suite parce que j'avais pas la capacité. Et je me souviens, je me suis assise dans mon canapé, je me suis dit, mais par où je vais prendre ma vie? Comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à récupérer mes enfants? Pareil, plein de questionnements, mais je perdais pas espoir parce que, en fait, on avance, qu'on a la tête dans le guidon et puis on n'a pas le choix. Oui, en fait, si je vous comprends bien, vous avanciez un peu au jour le jour, sans essayer de trop réfléchir à ce qu'était l'avenir. D'abord, retrouver une vie de femme, de maman, une vie dans une maison. Puis au-delà de ça, il y avait aussi votre vie professionnelle derrière, hein. Alors là, beaucoup de questionnements parce qu'en fait, ça s'est assez précipité. Vu mon état, j'ai tout de suite eu un dossier administratif qui a été fait par une assistante sociale et déjà, j'ai été reconnue à plus de 80% d'invalidité avec un macaron. Alors déjà, vous recevez ça par la poste, vous voyez votre macaron GIC qui veut dire Grand Invalide Civil. Ça, faut aussi l'accepter. Et puis, plein de choses à faire. Alors, je voulais absolument retrouver un travail et je me rends compte qu'avec du recul, maintenant, 10 ans après,
on ne peut pas retrouver le travail tant qu'on n'est pas prêt moralement et physiquement. Mais je me suis toujours battue, je me suis toujours occupée pour tout de suite refaire des formations. Je ne pouvais plus exercer mon métier d'éducatrice. Mais j'avais toujours en tête que je pourrais peut-être être utile à autre chose parce que je ne me sentais pas foutue non plus. Mais en même temps, en tant que maman handicapée, je me suis aussi rendu compte que c'était extrêmement difficile parce qu'en fait, quelle que soit la souffrance et le degré de handicap que vous avez, on ne considère pas qu'une maman avec des jeunes enfants, voire avec des bébés, va avoir beaucoup plus de difficultés et on ne lui apporte pas plus d'aide administrative. Et ça, dans mon livre, je l'ai dénoncé parce qu'en fait, vous avez un tout petit peu d'aide substantielle et c'est uniquement les revenus, il faut vraiment être très bas, qui sont pris en considération. Et là, il y a un gros problème au niveau administratif. Voilà, ça a déjà été un premier choc pour moi. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Là, il y a déjà le problème physique, la douleur peut-être qui existe encore à ce moment-là, et tout ce monceau de préoccupations financières, professionnelles, d'avenir à gérer, c'est très compliqué. Oui, tout est compliqué, surtout que j'ai fait exprès dans mon livre de dire maman handicapée, c'est comme Zézé des Pouzix dans Le Père Noël est une ordure, ça ne rentre dans aucune case. Déjà, comme j'étais en congé parental, la première aberration, c'est qu'il me restait 1 an et demi, donc j'ai continué mon congé parental. Et en fait, comme je n'avais pas d'employeur et que je pensais à reprendre mon métier d'éducatrice, vous ne pouvez pas bénéficier d'une pension parce que vous êtes relié à aucun employeur. Donc en fait, je me suis dit au bout d'1 an et demi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus aucun salaire, j'ai plus que le salaire de mon mari. Donc déjà, il y a le côté aussi effectivement financier. Vous souffrez, vous avez votre côté financier, vos enfants à gérer, une famille qui n'est pas forcément là, enfin qui fait ce qu'il peut. Donc vous avez tout un tas de questionnements. Et en même temps, j'avais aussi, ma famille me poussait à me dire, mais c'est pas possible ce qui t'est arrivé, il faut aussi que tu te battes. Donc il y avait aussi ça qui commençait à mûrir dans ma tête. Est-ce qu'il faut que je me batte contre la médecine et pouvoir aussi peut-être avoir un avenir et un peu d'argent? Voilà, justement, vous en venez à ce que je voulais aborder là, effectivement, c'est après tout ce combat personnel, c'est de se dire, j'ai peut-être été victime aussi d'un accident médical, d'une erreur médicale. Après, ça joue dans les mots et dans les termes. On sait qu'aujourd'hui, ces démarches-là sont souvent très très longues avant d'obtenir quelque chose. Donc c'était encore un combat supplémentaire. On peut l'évoquer un peu, bien sûr, parce que c'est très important. Alors oui, donc déjà, je pense qu'il faut être prêt, il faut déjà avoir fait une partie de sa reconstruction physique et mentale pour pouvoir le faire, ce procès, parce que c'est quand même difficile. Et en fait, moi, je savais déjà très rapidement que ça n'allait pas être stipulé comme une erreur, parce que j'ai été voir un expert et des médecins qui me disaient « on ne voit rien ». Au niveau des clichés, donc vous ne pourrez pas bénéficier d'une indemnisation liée à une erreur au pénal. J'ai su qu'il y avait une commission qui s'appelait CRCI, Commission régionale d'indemnisation et de... je ne sais plus exactement le terme. Et en fait, ça permet en fait de bénéficier d'une indemnisation comme au pénal. S'il n'y a pas d'erreur, c'est un aléa thérapeutique et c'est en fait l'État qui vous indemnise. Mais c'est pareil, c'est une procédure qui est censée durer 6 mois. Moi, ça a duré, entre le début et la fin, ça a duré presque 2 ans quand même. Et c'est quand même des étapes administratives, vous vous retrouvez à vous justifier, à refaire des dossiers, vous faites une expertise qui est extrêmement difficile. Mais moi, dans mon livre, j'ai voulu montrer aux gens qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut se faire épauler. J'ai quand même pris un avocat en plus, on n'est pas obligé de le prendre. Parce qu'il faut vraiment se battre jusqu'au bout, mais avoir le mental de se dire « Ok, c'est difficile, on va m'humilier, mais à la clé, j'aurai peut-être un peu d'argent qui pourra m'aider à me reconstruire. » Et c'est ce qui est arrivé. Oui, c'est ce qu'on lit dans votre livre, hein. Vous parlez des visites avec des experts, tout ça qui est compliqué, parce que comme vous parlez de votre intimité, justement, puisque vous y êtes touché personnellement et qu'il faut passer par là. Il y a eu des moments quand même, parce que l'ensemble même si dans votre livre, il y a des moments d'abattement que l'on peut complètement comprendre, c'est un livre d'une battante. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même où vous étiez prête à jeter l'éponge ? Oui, il y a eu des périodes notamment où mon dossier n'avançait pas parce qu'en fait, là, j'avais retrouvé un travail. Il était en fait bloqué à la comptabilité parce qu'en fait, ils doivent vérifier qu'est-ce qu'on doit rembourser à la sécurité sociale, quels sont les frais qui ont été imputables à la maladie. Un jour, j'en pouvais tellement plus, j'ai cassé un fauteuil de colère. Je me disais, j'y arriverai jamais, je vais jamais y arriver. Et puis heureusement, après, j'ai eu des gens qui m'ont aidé pour que je puisse avoir jusqu'au bout mon indemnisation. Mais c'est vraiment difficile parce que même les avocats, ils frappent à la porte, ils téléphonent, on leur répond la même chose. Et on a affaire vraiment à des robots. Alors moi, la petite agent administrative, il y avait un lien affectif qui s'était créé parce
que je pense que j'étais pas désagréable, mais j'étais obligée de la harceler, de la harceler, de la harceler. Là, j'ai eu des moments où, d'ailleurs, à mon travail, j'explique dans mon livre que j'ai craqué, j'étais en train de pleurer après ma journée parce que je me disais, je vais pas y arriver, j'aurai jamais cet argent, j'ai été jusqu'au bout, pourquoi il me l'envoie pas? Et c'est permanent, parce que vous avez affaire à des aberrations et des situations ubuesques administratives. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, vous avez reçu votre macaron d'handicapé. Après, cette vie d'handicapé, elle se vit au quotidien aussi à l'extérieur. Vous évoquez quand vous vous déplacez sur les endroits où vous pouvez vous stationner en tant qu'handicapé. Sauf qu'handicapé, très souvent, l'handicapé, on le voit surtout dans un fauteuil. On le voit quelquefois aussi comme un handicapé mental. Donc ce terme handicapé, il est généraliste, mais très souvent, pour le public, ne comprend pas trop. Alors de voir une jeune femme qui se déplace quand même pas trop mal, mais qui n'est pas dans un fauteuil, mais qui prend une plaque, qui veut passer, qui à la caisse va passer avant les autres, ou va se stationner sur un espace handicapé. C'est plein d'histoires ubuesques et on le rit un peu quand on lit votre livre, mais le vivre, c'est autre chose. Oui, alors effectivement, on rit jaune parce que j'ai volontairement retranscrit certains dialogues, notamment quand je faisais mes courses. Alors quand j'avais ma canne, ça allait, mais quand je l'avais pas, justement, je faisais partie des handicapés non visibles. Et j'ai vraiment voulu montrer que le handicap invisible, c'est lourd, mais ça existe. Et quand j'allais, je passais déjà à la caisse handicapée, je montrais ma carte d'invalidité, je me faisais insulter. Connasse, t'as pas de fauteuil, qu'est-ce que tu fous là? La petite caissière qui était au bout du rouleau parce qu'il voyait l'imbécilité des gens sortir des réflexions. Et après, quand la difficulté, en fait, c'est que pour moi, c'est toujours un paradoxe d'avoir une apparence quasi normale et de devoir toujours se justifier quand vous vous mettez sur une place handicapée parce que vous avez une nécessité de l'avoir et vous n'avez pas le fauteuil. Et dans la tête des gens, effectivement, déjà, de par le logo, il y a un fauteuil avec une personne. Donc les gens, ils ont en fait cet automatisme. Et je pense qu'en fait, j'ai voulu montrer qu'il faut arrêter d'avoir cet automatisme. Il y a de plus en plus de gens qui ont des macarons avec des troubles musculo-squelettiques, des fibromyalgies, et qui sont sur des places handicapées. Moi, j'ai des amis que je connais qui ont ce macaron. Et j'ai voulu en fait ouvrir une réflexion sur, mais regardez, vous m'insultez, un jour, vous pouvez bénéficier d'un macaron sans avoir le fauteuil. Arrêtez de faire des réflexions, ne regardez pas l'apparence, regardez le macaron qui est sur la voiture. Je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu sur comment vous ont perçu d'abord votre famille, votre mari, vos enfants, notamment vos enfants, quand ils vous ont vu revenir à la maison avec une maman qui marchait plus normalement, vos amis, l'ensemble de la famille. Tout s'est bien passé ou ça a dû être aussi une épreuve? Alors, je pense que chacun réagit en fonction de son tempérament. Alors, mes enfants, je pense que comme ils avaient que 2 et 4 ans, pour eux, d'ailleurs, ils m'en reparlent maintenant, 10 ans après les faits, ils ont l'impression d'avoir toujours vécu avec une maman invalide et j'ai toujours intégré mon invalidité comme une force. Et du coup, bon, il y a eu beaucoup de souffrances quand même, beaucoup d'inquiétudes parce que je faisais des malaises, donc notamment mon fils, quand j'allais le chercher en retard à sa musique, maman a dû tomber dans les pommes. C'était plus de l'angoisse liée à la pathologie. Ma famille, ma maman, je pense qu'il y a eu beaucoup de stress et beaucoup, je me rappelle quand je lui ai annoncé très brutalement, je suis paralysée, ça a été brusque. Je pense que tous mes proches, parents, beaux-parents, chacun a réagi à sa manière, soit avec pudeur, soit en essayant de me tendre la main, mais je pense que c'est pas facile, parce qu'en fait, on ne sait pas non plus, même si on est proche de la famille, comment réagir. Et comme je semblais toujours forte et souriante, je pense que j'avais aussi toujours ce paradoxe, mais en même temps, j'arrivais pas toujours à dire, j'avais pas envie de me plaindre, je suis pas bien. Mais en même temps, des fois, il fallait aussi que je le dise. Il faut toujours, avec la famille aussi, être dans l'équilibre. Oui, j'accepte, là j'ai besoin. Oui, mais là je veux pas, je veux rester autonome. C'est aussi tout cet équilibre qu'il faut apprendre à travailler avec ses proches. Oui, parce qu'on sait que certains handicapés refusent aussi leur handicap. Alors, comme vous le disiez justement, sauf celui qui est peut-être dans un fauteuil, il ne peut pas le masquer. Vous, qui c'est pas forcément visible que vous êtes handicapé, il y a aussi ce côté-là. Est-ce que j'accepte mon handicap et je le montre, ou quelquefois je me blinde aussi en disant, tu vois, je suis quasiment comme toi. Alors, je pense qu'on fait les deux. C'est-à-dire que moi, pour me reconstruire, j'ai d'ailleurs bien montré les étapes dans mon livre, qu'il y a d'abord une déconstruction, puis une reconstruction. D'ailleurs, j'ai évoqué la résilience de Cyrulnik. Et je pense qu'en fait, si on n'accepte pas, on ne peut pas avancer. Donc,
Moi, j'ai accepté ma condition d'invalide. Je l'ai acceptée. On n'a pas le choix puisque de toute façon, on a la force de la jeunesse, mais en même temps, on voit bien que les organes ne marchent plus. Mais par contre, j'ai toujours avancé de manière positive dans ma fragilité. Et je pense que dans ma tête, j'arrive toujours à me dire, bon, je suis fragile, j'arrive pas à faire ça, mais en même temps, j'ai aussi développé autre chose. Donc en fait, là aussi, c'est toujours un paradoxe avec lequel il faut travailler. Mais pour moi, j'ai accepté parce que je pense qu'aussi dans la société, si nous-mêmes, on n'accepte pas, comment les autres vont nous percevoir. Et c'est en s'acceptant soi-même que les autres vont comprendre qu'est-ce qu'être handicapé. Vous n'avez jamais eu envie de vous renfermer sur vous-même et puis je dirais à la limite, de ne pas quitter chez vous? Alors, j'avais un tempérament déjà très sociable, pardon. Du coup, je pense que je me suis jamais renfermée. Par contre, il y a eu des périodes où, notamment avant, là, on m'a greffé un appareil, un pacemaker. Quand je faisais beaucoup d'infections urinaires, je commençais souvent un petit peu plus à m'isoler parce que je me rendais compte que mes proches me voyaient toujours souriante, mais moi, je sentais bien que je commençais à être en décalage. Si la fragilité et la fatigabilité fait que des fois, on a envie de s'enfermer. Mais j'ai toujours essayé dès que je vais mieux, j'ai essayé toujours de dire aujourd'hui je vais sortir. Mais ça, c'est très difficile aussi parce qu'on est obligé aussi de s'isoler parce que des fois, à force d'encaisser des réflexions, même si on est bien, il y a des jours où on est plus fragile, on est obligé quand même de se protéger et il y a des moments où on a envie de rester chez soi. Je voudrais qu'on aborde maintenant une autre question importante, c'est la vie professionnelle, puisque ça c'est encore une autre épreuve de quitter le métier d'éducatrice que vous avez pour faire un autre métier et tout ça engendre aussi plein de soucis. Oui, alors déjà, la reconnaissance, comme vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, moi, en fait, c'était pratiquement nécessaire que je fasse apparaître ma reconnaissance handicapée parce que je savais très bien qu'avec une invalidité à 80%, je ne pouvais plus faire mon ancien métier. Donc, il fallait que je fasse quelque chose d'administratif. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu retravailler dans une collectivité grâce à la loi d'intégration du 11 février 2005 des personnes handicapées où chaque entreprise est obligée d'avoir un quota de plus de 6% de travailleurs handicapés, sinon ils ont une grosse charge à payer. La difficulté, là aussi, ça a été... alors moi, ça m'a fait beaucoup de bien de retravailler parce que j'étais à mi-temps, j'étais avec des collègues avec qui je m'entendais très bien. La difficulté, c'est aussi, dans son entourage professionnel, de faire comprendre que quand vous avez un handicap invisible et que vous avez la nécessité de garder un mi-temps thérapeutique, vous ne pouvez pas faire autrement. Et là aussi, ça a été pareil, ça m'a... des fois, ça a été difficile pour moi parce que j'étais fragilisée, j'arrivais des fois fatiguée et avec le sourire, mais je n'avais pas forcément envie de me plaindre et dire je ne peux pas faire plus. Là aussi, il a fallu toujours que je jongle avec je suis invalide. Et je pense que dans cette loi-là, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle permet de rentrer notamment dans la fonction publique sans concours. Mais j'ai expliqué dans mon livre que c'était une injonction parce que c'est pas seulement s'attaquer au porte-monnaie de l'employeur, c'est aussi dire attention, on va intégrer une personne invalide, quel que soit le handicap, faire des réunions pour bien être au fait, est-ce que ce poste-là est bien approprié à la personne et respecter aussi le contrat pour lequel elle était embauchée. Ça, c'est très important. Donc il y a toute cette période où lorsque l'on est handicapé, on est en difficulté, donc on se sent peut-être dévalorisé aux yeux des autres, jusqu'au moment où on prend sa situation véritablement en main et on se dit je suis handicapé, j'ai des droits et je m'affirme en tant que tel. Oui, alors ça c'est pas facile. Moi j'ai eu cette chance parce que j'avais le répondant, j'avais la force pour dire j'assume et je dis ce que je suis. Mais je comprends que des fois, des personnes, et ça j'ai eu à discuter avec des gens, moi je ne veux pas dire je suis reconnu handicapé parce qu'on va me stigmatiser. Et dans mon livre, j'ai vraiment voulu montrer que c'est très paradoxal là aussi. Ça nous aide de dire et de déclarer qu'on est travailleur handicapé, mais faut assumer le fait que derrière, il y aura des gens qui ne comprendront pas et qui nous mettront des bâtons dans les roues sur nos souffrances. Moi, j'ai toujours assumé en me disant, je m'en fiche, je ne peux pas faire plus. Mais c'est difficile parce qu'on est une fois de plus toujours dans la justice. Et c'est ça qui est fatigant, c'est toujours être dans la justification. Et ça, c'est difficile à accepter. Vous avez donc, pour remplacer votre métier d'éducatrice, vous avez travaillé comme hôtesse d'accueil, je crois. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus. On peut connaître les raisons, justement.
Alors, j'ai fait un choix qui a été difficile, hein, qui s'est imposé un petit peu de manière brutale. J'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup le contact avec les gens, j'aimais beaucoup le contact avec mes collègues, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais plus tout assumer, et mon travail, et ma vie avec les enfants, mes batailles administratives qui continuaient. J'avais des dégradations quand même au niveau, notamment quand j'ai été obligée de me sonder. Et j'ai fait ce choix qui a été très difficile, hein. J'ai réfléchi, je me suis d'abord mise en arrêt, j'ai cru reprendre et je me suis dit non, j'y arriverai pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la lucidité de ce qu'on est capable, de ce qu'on n'est pas capable de faire. Et en fait, j'ai montré qu'on peut être humble face à sa difficulté et dire bah non, j'arrête de travailler quoi. Mais par contre, je regrette pas parce que j'ai fait de belles rencontres, j'ai gardé un très beau réseau, des amis sincères, et je pense que si j'avais pas arrêté de travailler, j'aurais jamais écrit mon livre. Justement, on va en venir là. Donc, je rappelle le titre du livre qui s'appelle Pieds de carton et jambes de bois. À quel moment vous avez eu envie justement de mettre sur le papier tout ce que vous aviez vécu pendant 10 ans ? Alors, il y a eu quelque chose qui m'a fait dire que je pouvais écrire, c'est après mon procès, j'ai écrit à la ministre de la Santé en dénonçant un petit peu justement les failles de cette loi. Et en fait, sa secrétaire m'a retéléphoné, j'étais un peu étonnée, qui m'a dit vos mots font mouche, vous faites jurisprudence et vous rendez justice aux gens fragilisés, continuez comme ça. Alors déjà, ça m'a fait un peu réfléchir. Mes amis me disaient ta vie, c'est un vrai roman, tu devrais écrire. Alors, j'ai commencé un petit peu à faire un petit journal. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas, comme certains l'ont écrit, à la première personne, en partant du fracas, raconter tout ce que j'ai vécu, sans rentrer forcément dans les détails, en restant pudique sur ma maladie, mais en ouvrant une analyse sur la vision du handicap dans la société, ma résilience, comment j'ai réussi à m'en sortir. Et petit à petit, pratiquement juste après mon arrêt de travail, j'ai commencé à écrire et à prendre mon ordinateur. Donc, du coup, ça vous donne un autre challenge, hein, puisque c'est d'abord l'écriture, la publication, puis aujourd'hui, vous présentez ce livre, vous partagez avec beaucoup de gens, c'est encore une autre vie qui commence ? Oui, c'est une seconde vie. En plus, il est sorti au moment où on m'a greffé cet appareil qui m'a franchement sauvé la vie. J'ai l'impression de revivre effectivement une autre expérience et c'est extrêmement enrichissant parce que dans ma tête, je me suis dit, finalement, on a tous une destinée. Et moi, ma destinée, c'était peut-être de servir de témoin et de montrer que mon fracas, il avait un sens. Enfin, j'ai fait en sorte qu'il ait un sens et qu'il puisse redonner du courage à des gens. Et alors, le plus beau cadeau qui m'a été fait, c'est tous les retours que j'ai eus de gens qui ont eu des cancers, qui sont handicapés, mais de tous horizons, qui me parlent, qui m'envoient des petits messages et qui me disent merci, merci pour le positivisme de votre livre. Alors là-dessus, il faut quand même aborder, puisque c'est la base de toute votre vie depuis 10 ans, c'est la souffrance physique. Vous en êtes où aujourd'hui ? Vous évoquiez qu'il y a d'autres petits problèmes qui se créent. Donc comment êtes-vous, Frédéric, physiquement aujourd'hui ? Nettement mieux. Il y a encore 1 an et demi, je ne vous aurais pas dit ça parce que je commençais quand même à m'enfoncer physiquement et les infections que j'avais commençaient vraiment à devenir graves. Depuis cet implant, je vais nettement mieux, j'ai récupéré de la force et j'ai plein de choses qui se greffent. On me propose de faire des petites conférences, donc je continue à aller vers différents horizons. Là, on m'a proposé autre chose. J'aide beaucoup les gens pour le soin, tout ce qui est un peu psychologique et je me rends compte que j'ai un but en fait et je continue à avancer pas à pas, même si j'ai encore beaucoup de souffrances physiques. Il y a des jours avec, des jours sans, je fais avec. Mais je trouve que quand je me souviens d'il y a 10 ans, je trouve que j'ai quand même bien avancé. D'ailleurs, dans mon livre, je dis que j'ai parcouru l'Everest. J'étais tout en bas et maintenant, je pense être quand même presque en haut. Je suppose que vous avez encore des traitements, vous avez un suivi médical important ? J'ai un suivi médical relativement important, mais moins qu'il y a quelques années. J'ai encore beaucoup de kinés. Et le juste milieu, c'est à moi aussi de savoir quand je me sens pas bien, parce que j'ai aussi d'autres hernies discales dans le corps. Il faut toujours que je sois vigilante par rapport à mes souffrances. Mais je les ai bien intégrées et je pense maintenant, par rapport à avant, où même si j'étais fatiguée, je continuais, je faisais du vélo, je continuais à bouger. Les jours où je sais que je suis fatiguée,
Je fais une journée avec pas grand-chose, je reste plus à la maison. Puis le lendemain, si je sens que je suis bien, j'avance. Mais j'ai toujours des projets. Et ce qui m'a fait avancer, c'est mes projets. Oui, on va y venir, ce sera la dernière question. Donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, vous connaissez bien votre corps, ses limites, et à quel moment il faut peut-être un peu lever le pied, parce que là, vous bougez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens, donc il faut quand même aussi faire attention. Oui, il faut faire attention et de toute façon, le corps vous rappelle à l'ordre. Hein. Et puis, mes médecins me connaissent, ils me disent attention, Madame Lefebvre, faut pas en faire de trop. Mais on me pousse à continuer parce qu'en fait, depuis 10 ans, c'est ce qui m'a sauvé mes projets, les rencontres avec les gens. Et j'ai énormément de personnes qui m'appellent Fred, tu m'aiderais pas pour ça? Fred, j'ai besoin d'aide. Alors, mon mari il rigole, il me dit tiens, la psychologue de service, elle recommence, elle a ouvert son cabinet. Bon, je fais de l'humour, mais c'est vrai quelque part, je pense que tant qu'on a des projets, même s'il y a des jours où ça va pas, on continue à avancer. Alors, ce sera ma dernière question. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez presque au sommet de l'Everest, vous n'y êtes pas, donc c'est que vous avez encore des projets. Vous faites peut-être une croix sur votre vie professionnelle, mais ça peut être après lié justement à vos problèmes et au handicap. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez vos, on va dire, allez, les 10 années à venir, puisque les 10 années passées, ça a été des années de galère et d'une reconstruction? Alors, je me projette pas du tout dans les 10 années parce que moi, je pense qu'il faut vivre le jour et à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. J'ai quelques projets là ponctuels pour après à la rentrée, peut-être pour être ambassadrice pour des produits naturels, tout ça. Il y a plein de choses auxquelles je pense. J'ai recommencé un peu à écrire parce qu'on me pousse à continuer à écrire. J'ai quelques petits projets, mais je me laisse porter par la vie parce que si on m'avait dit il y a 10 ans tu vas faire tout ça, j'aurais regardé les gens, j'aurais dit ça va pas. Je pense qu'il faut savoir se laisser porter, lâcher prise et voir. Et je trouve qu'au fur et à mesure où on avance, des choses viennent vers nous sans qu'on les provoque. Alors, allez, ce sera cette fois-ci la dernière question. Un bilan rapide de ces 10 années passées, ce qui ressort surtout? Le positivisme, la force de vie. Je pense que j'ai envie de dire aux gens, le handicap, c'est pas une fin en soi, c'est une ouverture vers de multiples richesses. Merci Frédéric.